bienvenue au Point Culture Bruxelles Centre en ce jeudi 3 octobre 2013. Alors nous avons ce soir l'honneur d'accueillir Bernard Sèvres. Bernard Sèvres, bonsoir. Bernard Sèvres, donc, qui est professeur universitaire d'esthétique et philosophie de l'art à l'université de Lille 3, qui est venu ce soir pour une présentation de ses idées, notamment reprises à travers son dernier livre, L'instrument de musique, une étude philosophique. Donc un exposé qui dure environ 1 heure. Donc si vous avez des questions, on s'est réservé environ 20 minutes, une demi-heure après pour un débat qui sera fructueux, je l'espère. Alors je dois recontextualiser un peu cette invitation et la raison de cette invitation, c'est-à-dire que l'exposé ici rentre dans le cadre d'une thématique qui s'intitule Insoluterie. Donc une thématique qui met à l'honneur en fait l'instrument insolite, donc durant septembre et octobre 2013 dans les points culture en Belgique, qui va continuer à travers le site www.insoluterie.be à se développer. Et donc j'étais en charge de cette thématique. Et ce qui me paraissait important, donc, c'était de définir le champ d'investigation. Donc on avait des symptômes, je dirais, d'instruments insolites. Donc on a pris le pli de sélectionner, suivant l'insolite, des instruments singuliers, donc des instruments uniques de musiciens ou d'ingénieurs. Donc après, avec un rapport sur l'histoire, en voyant qu'à un moment il est unique, mais après il peut devenir une série, etc., etc. Donc il me paraissait important de recontextualiser en fait le champ d'investigation. Et donc, en fait, il y avait une question qui hantait toujours et qui revenait, un peu comme aux fondamentaux, qui était au final de se poser la question, qu'est-ce qu'un instrument de musique en fait? Puisqu'on a par exemple dans notre sélection le métaphone, qui est un bâtiment qui est considéré, enfin qui a été conçu par les architectes comme un instrument de musique. Donc c'est des cas limites en fait. Et quand on traite les cas limites, à un moment on revient toujours un peu vers le centre en se demandant qu'est-ce que c'est un instrument de musique. Alors j'avais fait quelques recherches pour soumettre, donc on a travaillé au sein de Point Culture avec une équipe de réflexion. Et donc, il me paraissait important de nourrir cette équipe avec des écrits. Et j'étais tombé en 2011, à travers le site revue.org, revue au pluriel, sur un séminaire qui s'intitulait L'instrument de musique, qui avait été dirigé par Bernard Sèvres. Alors, un séminaire tout à fait intéressant, avec une dizaine de penseurs, philosophes, qui s'était étalé sur 2 ans, sur 2008, 2009, 2009, 2010, suivant les années universitaires. Et donc, là, il y a des réflexions tout à fait intéressantes, tout à fait qui moi m'ont beaucoup structuré l'approche, en tout cas de Insoluterie et l'approche générale envers mes collègues. Donc ensuite, Sébastien Bizet m'a prévenu, je ne l'avais pas vu, en mars 2013, que le livre de Bernard Sèvres était donc sorti, et donc c'est assez récent. Et donc voilà, donc je ne serai pas beaucoup plus long pour expliquer le contexte, mais je suis très heureux en tout cas de pouvoir écouter ce soir Bernard Sèvres et de l'avoir rencontré. Voilà, je vais lui laisser la parole et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci donc à Sébastien Bizet qui a eu le premier, qui m'a le premier contacté pour cette intervention, et merci à toute l'équipe du Point Culture de m'accueillir ce soir. Alors je ne vois pas le public parce que les spots sont assez vifs, mais je vous devine dans l'ombre. C'est très bien comme ça. Voilà. Insoluterie. J'aimerais au fond vous convaincre que tous les instruments de musique sont insolites. Alors vous me direz, s'ils sont tous insolites, aucun ne l'est. D'accord. Mais quand même, c'est une de mes convictions qui ne se dément jamais. J'ai la passion des instruments de musique depuis très longtemps et qui a toujours une étrangeté radicale dans les instruments de musique. Voilà. J'ai profité de mon passage à Bruxelles, où je viens trop peu souvent, pour aller revoir le MIM, le musée des instruments de musique, que je n'avais pas vu depuis assez longtemps d'ailleurs, et qui m'a enchanté. J'avais vu le musée de Nuremberg cet été, mais Bruxelles est beaucoup mieux, il est plus riche et il est mieux organisé. Et à chaque fois je me dis, mais quelle extraordinaire inventivité il y a dans les instruments les plus anciens ou les plus communs. Par commun, je ne veux pas dire facile à jouer, je veux dire ceux auxquels on est les plus habitués. Le violon, le piano, auquel on ne fait plus attention, tellement, voilà. Insoluterie, c'est redondant pour moi, voilà, d'une certaine manière. Bon. Alors, je voudrais vous proposer, donc, dans l'espace d'une heure, en gros 5 thèmes qui
porte la réflexion philosophique que j'essaye de mener depuis bien des années, en partie d'ailleurs grâce au séminaire que j'ai mené à Lille, et où est intervenu Jacques de Witt, qui me fait l'honneur, l'amitié de venir ce soir, qui vit entre Bruxelles et Berlin, mais par chance il est à Bruxelles aujourd'hui, et qui a fait dans ce séminaire il y a pas mal d'années, donc enfin il y a 3-4 ans, une très très belle intervention sur Stravinsky, et la mention instrumentale chez Stravinsky. Les 5 thèmes que je compte vous proposer, qui sont des thèmes qui devraient interroger le philosophe, puisque j'essaye de faire de la philosophie de l'art. Je ne suis pas musicologue, je suis musicien seulement amateur, je ne suis pas compositeur, je ne suis pas luthier, je suis philosophe avec le type de discours un peu distancé ou décalé, mais qui à mon avis a sa légitimité sur les propositions artistiques et sur les inventions artistiques, et au premier rang desquelles celle des musiciens, puisque c'est ce qui m'intéresse, disons, personnellement et professionnellement le plus. Les 5 choses qui devraient intéresser les philosophes, dans l'ordre que je vais suivre ce soir, c'est d'abord le très grand nombre des instruments de musique, qui a une importance pour moi pratiquement métaphysique. C'est deuxièmement l'articulation de la technique et de l'art, j'irai plus vite. C'est troisièmement le rapport de l'instrument avec le corps de l'instrumentiste. C'est quatrièmement ce qu'on appelle un peu pompeusement l'ontologie de l'œuvre d'art. J'expliquerai brièvement ce que c'est. Et c'est cinquièmement le statut du temps, ou plutôt les statuts du temps, de la temporalité, dans le rapport entre l'instrument, l'instrumentiste, l'improvisation, la partition et la performance. Ça fait beaucoup de choses, mais bon, je vais tâcher d'être clair en évoquant ces 5 thèmes. Alors, j'aime bien partir de la question du nombre des instruments de musique. Quand on demande, y compris à des musiciens, combien il peut exister d'instruments, je ne parle pas des instruments individuels, je parle des catégories d'instruments, combien l'humanité a-t-elle pu inventer de types d'instruments depuis 40 000 ans, en général, l'unité de mesure, c'est la centaine. Alors que l'unité de mesure, en réalité, est le millier. Il y a au bas mot 12 000 types d'instruments de musique, c'est le nombre minimal, puisque c'est le nombre d'entrées qu'il y a dans le New Grove, qui est la Bible, des organologues, des théoriciens de l'instrument de musique. Il y a 12 000 entrées, mais il faut savoir que par exemple il y a une seule entrée clavecin qui regroupe à la fois les clavecins à 1 clavier, à 2 claviers, à 3 claviers, avec ou sans pédalier, avec, enfin, bon bref. Bon. Donc on peut subdiviser autant qu'on veut, il y a une part de convention. Il y a une entrée clarinette, alors qu'il y a, j'ai un ami qui possède 350 clarinettes de types différents chez lui. Bon. Donc il y a une part de convention, on peut dire qu'il y a une clarinette ou qu'il y a 50 ou 200, bon, mais évidemment une clarinette sans clé en La n'a rien à voir, enfin si elle a à voir, mais elle peut avoir avec une clarinette bourrée de clés en Si bémol. Bon, alors un seul instrument ou plusieurs, c'est pas très grave. De même, si on prend en cas l'orgue, bon, j'étais un peu organiste à une époque de ma vie, si on prend en cas l'orgue est un instrument tout à fait extraordinaire, puisqu'il y a autant d'espèces d'orgue qu'il y a d'orgue. Hein. À la cathédrale de Bruxelles, vous avez un orgue en 3 morceaux, avec je suis allé le revoir cet après-midi, avec les bourdons graves sur les 2 côtés séparés du corps central. Bah voilà, ça existe ici à la cathédrale de Bruxelles et ça n'existe pas ailleurs. Bon, donc 12 000, c'est le chiffre bas, mais on pourrait dire 100 000 sans exagérer. Je parle de la quantité de types d'instruments que l'humanité a inventés. Vous allez me dire, quel intérêt ? Ben, l'intérêt est absolument considérable. Parce que quand on pense instrument de musique, et je parle que l'instrument de musique acoustique, c'est-à-dire celui qui fonctionne quand l'électricité est coupée. Voilà, c'est simple. Bon. Eh bien, quand on pense à un instrument acoustique, on pense en général à 25, 30, et quand on est savant, 100 types d'instruments, mais pas plus. On ne peut pas se représenter, et moi-même je connais qu'une très faible partie de ces 12 000 minimum types d'instruments que l'humanité a inventés. Il faut le recul encyclopédiste pour prendre la mesure quantitative du nombre des instruments. Or, ce nombre invraisemblable d'instruments que l'humanité a inventés a, pour moi, une sorte de signification anthropologique, c'est sûr, et peut-être même métaphysique. D'abord, ce très grand nombre d'instruments, exprime la fantaisie de l'imagination humaine. C'est une sorte de cartographie de l'imaginaire sonore de l'humanité. Puisque chaque instrument est un type de rapport sonore avec le monde, est une invention de son, est une invention d'émotion sonore. Bon. Deuxièmement,
le très grand nombre des instruments souligne l'énigme de l'invention organologique, hein, de l'invention d'instruments nouveaux ou de transformation d'instruments, transformation physique, ou d'utilisation inhabituelle d'instruments, ce que Jacques de Witt appelle l'invention instrumentale, c'est-à-dire inventer une nouvelle manière de servir un instrument qui existait depuis très longtemps, comme par exemple Ligeti se sert d'une manière tout à fait inhabituelle du clavecin dans plusieurs de ses œuvres. Bon. Donc l'énigme de l'invention organologique, de l'invention instrumentale, etc. Est-ce qu'on recherche un son nouveau? Est-ce qu'on est guidé par le geste? Est-ce qu'il y a une vocation sonore des matériaux? André Scheffner, par exemple, dans son remarquable ouvrage fondateur Origine des instruments de musique en 1936, qui a fondé l'organologie scientifique, André Scheffner disait qu'il y avait un monde du bois et un monde du métal pour les instruments. Il ne parlait que des instruments acoustiques, et je ne parlerai que d'eux d'ailleurs pratiquement aujourd'hui. C'est une manière d'envisager les instruments dans le rapport avec le matériau. Mais comme vous savez, il y a bien d'autres manières d'envisager et de classer les instruments. En tout cas, le grand nombre des instruments nous pose déjà ces questions. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus importante et que j'appelle la sous-détermination fonctionnelle et formelle de l'instrument de musique. Alors, je ne veux pas être trop jargonnant et je vais tâcher d'être clair. L'instrument de musique présente des formes d'autant plus nombreuses qu'en réalité, sa fonction est indéterminée. Je m'explique. Le marteau, il doit bien y avoir quelques dizaines de types de marteaux, je ne suis pas très compétent, mais le marteau obéit à une fonction. Il sert à enfoncer des clous ou à enfoncer quelque chose dans un matériau. Et donc la forme du marteau, le matériau dans lequel il est fait, la prise ergonomique qu'on peut avoir sur lui, l'effet de levier, donc la taille du manche par rapport, je ne sais même pas qu'on appelle le bout, enfin bref, toutes les déterminations physiques et techniques du marteau sont déterminées par sa fonction, laquelle est elle-même parfaitement claire. On sait à quoi ça sert, donc le raisonnement technique visera à optimiser la forme, le matériau par rapport à la fonction qu'on attend du marteau. Mais qu'est-ce qu'on attend d'un instrument de musique? Faire la musique, mais ce n'est pas déterminé, ça. Ce que j'appelle la sous-détermination fonctionnelle des instruments de musique, c'est qu'il n'y a pas une musique qui existerait avant l'instrument et qui appellerait des instruments que l'on calculerait en fonction de la musique. C'est que la musique est tout autant le produit des instruments qu'elle est la cause finale, si on peut dire, de la fabrication d'instruments. André Scheffner le dit très bien d'ailleurs. Il y a un cercle vicieux, dit André Scheffner dans son livre, Origine des instruments de musique. Si on veut définir la musique par les instruments, on est renvoyé à la définition de l'instrument par la musique et inversement. On tourne en rond. Parce qu'il n'y a pas un vrai point de départ. C'est pas comme le marteau, ou c'est pas comme la chaussure, qui obéit à des fonctions, ou c'est même pas comme l'avion à réaction, qui obéit à des fonctions et à cahier des charges assez précis. L'instrument de musique, il y a des instruments magnifiques que j'ai... magnifiques, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas extrêmement attirants. D'ailleurs, tous les instruments sont attirants. Donc j'ai essayé de taper sur un peu tous les instruments qui sont à la pièce à côté. Bon, ils produisent des sons qui sont plus que des bruits, qui sont de la musique, parce qu'ils sont un minimum organisés et voulus. Bon, donc, ils sont nécessaires, ces instruments. Ils sont nécessaires pour le type de musique qu'ils produisent. Mais au fond, avant qu'ils existent, il n'y avait pas de manque. Ils ne manquaient pas. Ils ne manquaient pas. Mais ils deviennent nécessaires au moment où ils ont été inventés. Alors j'espère être à peu près clair. L'instrument de musique ne peut pas se penser comme un objet utilitaire qui serait calculé par rapport à une utilité antécédente dont on aurait une idée claire avant. Ça n'est pas vrai. Alors bien sûr, l'instrument de musique a toutes sortes de fonctions dans la société, et pas seulement des fonctions musicales d'ailleurs. Bon, l'instrument de musique a des fonctions, mais un autre instrument pourrait les remplir aussi. Et une flûte traversière sans clé, une flûte traversière avec 2 clés et la grande flûte Böhm de 1830, ce sont des flûtes traversières. Et on peut jouer avec les 3 types d'instruments, les concertos de Mozart. Et donc, peut-être pas de la même manière, peut-être que... Mais enfin, bon. Et on peut imaginer des centaines de types différents de flûtes, un peu plus longues, un peu plus courtes, un peu plus ceci, un peu plus cela. Bon, voilà. La sous-détermination fonctionnelle de l'instrument de musique explique son très grand nombre. Si l'instrument de musique pullule, c'est qu'il ne correspond pas à un besoin antécédent et défini. Et c'est très bien comme ça. Mais du coup,
l'instrument de musique apparaît comme quelque chose d'assez extraordinaire dans le champ des productions techniques, parce qu'un instrument de musique, c'est assez compliqué à produire. Alors, je ne parle pas de la lutherie sauvage où on fait avec un peu des matériaux de rebut, et c'est très intéressant aussi pour l'imagination organologique. Mais les instruments qui doivent durer un peu plus ou qui sont requis par ce qu'on appelle la musique savante ou même la musique populaire d'ailleurs, sont souvent compliqués. Une vieille à la roue, c'est pas facile à construire. Bon, il y faut du temps, de la compétence, de l'argent, un investissement, etc. Or, si l'instrument de musique pullule, et donc si l'insoluterie est généralisée, à mon avis, c'est précisément parce que l'instrument est toujours neuf, au sens où il crée le besoin qui satisfait. Alors que le marteau, l'avion réaction et la paire de chaussures ne créent pas le besoin qu'ils satisfont. Même si, bien sûr, ils contribuent à le modifier, ça Marx l'a montré, je suis bien d'accord. Hein. Mais ils ne créent pas le besoin qui est au point de départ, qui est de se déplacer, qui est de fabriquer des objets ou qui est d'éviter le contact direct du pied avec le sol. Voilà. Et donc, j'espère vous avoir convaincu. Le très grand nombre d'instruments de musique a en soi un sens qui n'est pas anecdotique ou descriptif ou empirique, qui a un véritable sens anthropologique et quasi métaphysique. L'instrument de musique ne ressemble à aucun autre objet technique. Je passe à mon deuxième thème, le rapport entre la dimension technique et la dimension artistique de l'instrument de musique. Bien sûr, l'instrument de musique n'est pas seul à avoir une double valence, une double valeur entre la technique et l'artistique, bien sûr. Mais l'instrument est au premier rang de ces objets qui sont de part en part techniques et de part en part artistiques. Pour approcher la question technique, je distingue 5 lutheries. C'est une manière de cataloguer qui ne me paraît pas mauvaise. Il ne faut pas non plus attendre d'un pareil catalogage trop. Hein. Bon. Mais il me semble qu'on peut quand même distinguer 5 lutheries, c'est-à-dire 5 types de façons de fabriquer des instruments de musique. Au point de départ, il y a la lutherie populaire. Bon, la lutherie, non pas spontanée, parce que c'est sans doute pas totalement spontané de fabriquer un instrument de musique, mais bon, il y a des gens qui s'occupent de l'organologie paléolithique. Bon, Jean-Michel Geneste, par exemple, et qui recherche la manière dont, il y a 40 000 ans, on fabriquait des instruments de musique. Bon, les résultats sont évidemment, comme tous dans cette science, dans ce genre de science, un petit peu conjecturaux, mais il y a lieu de penser que ça fait 40 000 ans qu'on fabrique des instruments. L'instrument le plus ancien qu'on ait retrouvé, il n'est pas si ancien quand même, il fait 35 000 ans quand même, je crois. Bon, alors, il y a une lutherie populaire. Il y a deuxièmement une lutherie savante. La lutherie savante, ça n'est jamais que la transformation et, disons, la rationalisation de la lutherie populaire première. La lutherie savante, c'est le luthier tel qu'il existe encore, heureusement, l'homme de métier qui a appris à fabriquer un violon ou un basson chez un luthier expérimenté ou un facteur d'instruments, et puis qui, à la fois l'amour, la compétence, le flair concernant les matériaux, le geste naturellement, l'oreille, enfin tout ce qui est nécessaire pour savoir, avec du bois, du métal, de la corne, fabriquer des instruments. C'est ce qui se transmet. C'est la lutherie savante. La lutherie industrielle, qui est plus récente naturellement, exploite les résultats de la lutherie savante. Bon, et on passe du piano fait par un facteur d'instrument au piano fabriqué en usine ou de violon, etc. Bon, voilà. Donc c'est la troisième lutherie, la lutherie industrielle, tout le monde sait ce que c'est, bien sûr. Hein. On a après, alors, la lutherie que j'appelle technoscientifique, qui ne produit plus d'instruments acoustiques, qui est un type de lutherie qui dépend d'un état antérieur de la science. Les 3 premiers types de lutherie, populaire, savant et industriel, produisent des instruments dont on n'a pas la théorie, ou dont on a une théorie purement partielle. Je fréquente un peu les acousticiens, les gens de l'ITEM, le LAM, le laboratoire acoustique musique, et bon, je n'ai pas la compétence scientifique suffisante, bien sûr, pour tout comprendre, naturellement, mais, parce que je ne suis pas acousticien, mais enfin, j'ai bien compris qu'en gros, les acousticiens expliquaient à peu près à 70% ou 75% ce qui se passe dans les instruments avant et dans les cuivres,
et un peu moins, vers 60%, ce qui se passe dans les instruments les instruments à cordes frottées, comme le violon. C'est-à-dire qu'il se passe toutes sortes de choses qui ne sont pas encore théorisées et modélisées. Elles le seront un jour, la science progresse, mais c'est très long et c'est très compliqué. Voilà. Il y a des techniques nouvelles, notamment la synthèse par modèle physique, qui permet d'essayer de reconstruire des effets sonores, voilà, pour essayer de comprendre comment ça marche. Bien. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que ça n'est pas d'une théorie scientifique qu'est née la clarinette, le piano, le basson ou la viole de gamme. Ça, c'est sûr que non, puisqu'on ne sait pas à 70%, enfin on sait à 70% comment ça marche, et à 30% on ne sait toujours pas comment ça marche, pourquoi tel effet est produit, pourquoi si on augmente un peu l'épaisseur, ça change rien, ou ça change tout, enfin bref. Voilà. En revanche, la lutherie technoscientifique, que je n'ai pas perdu de vue, c'est mon 4e type de lutherie, elle est l'application, c'est pour ça que je l'appelle technoscientifique, bon. Elle est l'application d'une théorie scientifique préexistante. Ça ne veut pas dire que tout est maîtrisé dans un instrument technoscientifique, comme le thérémine, par exemple, 1920, comme les ondes Martenot, comme tous les instruments innombrables qui naissent, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, si ce n'est 2 fois par semaine, de l'imagination sonore et de l'inventivité gestuelle des luthiers, des néo-luthiers, des électro-luthiers, si j'ose dire. Bon. Tous ces instruments présupposent une théorie scientifique. Encore une fois, ce n'était absolument pas le cas des précédents. Donc, c'est vraiment une catégorie à part. Bon, même s'il y a des liens, naturellement, hein, bien sûr. Et puis, la dernière lutherie, c'est la lutherie sauvage, lutherie urbaine, lutherie sauvage, vous avez la phytolutherie même, vous avez la lutherie biologique. Enfin, bon, je mets tout ça sous le couvert de lutherie sauvage, qui consiste sous la rubrique de lutherie sauvage, qui consiste à fabriquer des instruments de musique avec des matériaux de rebut, avec des végétaux, avec toutes sortes de choses. Voilà, c'est très intéressant aussi. Mais la lutherie sauvage n'est pas du tout la même chose que la lutherie populaire. Hein. On s'entend bien. Donc, ces 4 lutheries sont toutes les 4, évidemment, tout à fait intéressantes. Toutes les 4 sont techniques, mais pas dans le même sens, puisque les unes sont techniques en un sens d'expérimentation par essai et erreur. Les autres sont technoscientifiques parce qu'elles reposent sur une bonne part d'application de théories scientifiques validées au domaine de la production du son. Et donc le rapport, le type de technique n'est pas le même. Mais dans tous les cas, c'est de la technique. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Mais une technique plus ou moins rationalisée, plus ou moins vitale, plus ou moins improvisée et plus ou moins scientifique. Voilà. Donc les instruments de musique acoustiques et non acoustiques, aussi, naturellement, sont des objets techniques. Mais ce sont aussi des objets artistiques en un double sens. Artistiques au sens où ils produisent des sons considérés comme artistiques, bon, et artistiques en eux-mêmes. Alors, et là aussi, c'est une particularité qui est tellement évidente qu'on n'y fait plus attention. Mais les instruments de musique, en général, sont beaux. Bon, dans leur immense majorité, les instruments de musique sont beaux. Ils sont beaux à voir, ils sont beaux à toucher, ils sont beaux à prendre en main. Certains sont plus que beaux, certains sont sublimes, sont totalement impressionnants, sont bons en eux-mêmes et comme objet, méritent l'admiration. Hein. Alors l'inventivité humaine se déploie aussi largement, à la fois ce qui est mineur pour moi dans la décoration des instruments. Bon, je suis retourné voir cet après-midi donc le mime, et donc j'ai revu ces clavecins avec ces belles peintures, enfin beaucoup de clavecins sont peints, hein, bon, voilà. Il y a une très belle base de viol avec un plan de Paris au musée de Bruxelles, avec une tête de cheval et un plan de Paris assez bizarrement, qui est sur la caisse comme ça, c'est un peu surprenant, bon, voilà. Je ne sais pas si c'est beau, hein, mais c'est surprenant. Mais beaucoup d'instruments sont beaux parce qu'ils sont décorés, et donc ça c'est secondaire, mais ils sont beaux par leur forme, et ça c'est pas secondaire du tout. Et il n'y a pas beaucoup d'instruments techniques, je ne dis pas que ce sont les seuls, mais il n'y a pas beaucoup d'instruments techniques servant aux arts, je précise, qui sont beaux. Il y a toutes sortes d'instruments techniques dont on peut dire qu'ils sont beaux, d'une beauté industrielle, le design, une belle voiture c'est beau, un bel avion c'est beau, je ne le conteste pas du tout. Mais d'instruments qui servent aux arts,
Je ne sais pas si on peut dire qu'une belle palette de peintre c'est beau, qu'un beau chevalet c'est beau, enfin, pardon, qu'une palette est belle, qu'un chevalet est beau ou qu'un pinceau est beau. Je ne sais pas, je ne crois pas. Je pense que la question ne se pose pas. Ça n'est ni beau ni laid, c'est fonctionnel. Voilà. L'instrument de musique, il est fonctionnel, d'une fonction sous-déterminée qui se crée par l'instrument, comme je l'ai dit. Mais en plus, il est souvent beau en lui-même. En partie d'ailleurs, et là je fais un petit clin d'œil vers ce qui sera le thème de ma 4e partie, si je ne m'embrouille pas, parce que il est quand même destiné à être vu. Jusqu'à une époque très récente où on a inventé la musique enregistrée, mais ça ne fait jamais qu'un siècle, l'instrument, la musique n'existait que jouée en live. Et par conséquent, l'instrument était destiné à être vu. Alors que le chevalet du peintre ou le pinceau du peintre ou le ciseau du sculpteur ne sont évidemment pas destinés à être vus, puisqu'il fait qu'une fois que la toile est faite et que la statue est sculptée, les instruments qui ont servi à la produire sont écartés, on ne les voit pas. Bon, voilà. L'instrument de musique, on le voit. Bon, c'est probablement une des raisons aussi, pas la seule, mais ça fait partie. C'est probablement une des raisons aussi, donc, pour lesquelles les instruments sont beaux. S'ils sont beaux, c'est parce qu'on a voulu qu'ils le soient, c'est parce qu'on a réfléchi aux formes, et que des questions d'efficacité sonore se sont mêlées à des questions de beauté plastique et visuelle. Il y a des théories sur les vernis, par exemple, qui indiquent que... Enfin, il y a des débats entre les luthiers. La fréquentation des luthiers m'a convaincu qu'ils étaient rarement d'accord sur quoi que ce soit. Bon, mais il y a des débats sur le statut du vernis. Je parle des vernis apposés sur les instruments à cordes frottés au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, sur leur statut protecteur et sur leur statut esthétique. Et il y a des différentes thèses qui donnent plus ou moins d'importance au statut fonctionnel, c'est-à-dire protéger le bois contre l'humidité, et au statut esthétique, c'est-à-dire colorer de manière un peu orangée ou rouge un bois qui ne l'est pas au point de départ. Voilà. Bon, je n'ai pas compétence pour trancher sur le fond, mais je suis intéressé que le débat existe. Bien. Alors, voilà pour... excusez-moi, voilà pour... le rapport entre la technique, enfin un des éléments du rapport entre la technique et l'art, et je continue, cet objet technique, comme tous les objets techniques, il a tendance à être oublié. Je reprends très cursivement une analyse célèbre de Heidegger qui consiste à dire que on ne se rend compte de l'importance d'un objet technique que lorsqu'il ne fonctionne plus. Je ne vois pas les lunettes que j'ai sur les yeux, je ne les vois, et d'ailleurs, heureusement que je ne les vois pas, puisqu'elles sont faites pour que je ne les vois pas et que je vois à travers mieux. Et je les vois quand elles sont sales. Bon. Et de même, je ne prête pas attention à un objet que j'ai en main, dont j'ai l'habitude de me servir, un objet technique, dont j'ai l'habitude de me servir parce qu'il m'obéit bien et donc il est englouti dans son usage. Et il ne rappelle son existence à ma conscience que lorsqu'il déraille, lorsqu'il y a une panne. Voilà. Pour l'instrument, c'est un peu la même chose. Là, je ne parle pas de l'instrument dans les mains de l'instrumentiste, je parle de l'instrument dans la conscience de l'auditeur, et de l'auditeur en live. Sauf si les musiciens, l'auditeur ne comprend pas trop ce qu'il voit, quand il voit les gestes d'un violoniste ou les gestes d'un tromboniste, il comprend en gros que ça sert à produire des sons, mais évidemment, il ne sait pas si le geste est bon ou n'est pas bon, il n'en sait rien. Bon, s'il n'est pas musicien lui-même, bien entendu. Ce qui fait que l'instrument de musique est paradoxalement, lors du concert, à la fois présent à la vue et dissimulé dans sa fonction réelle. Alors, je me suis intéressé, je ne veux pas trop développer ça parce que je garde un œil sur la montre et que je ne suis que dans mon point 2, mais je me suis intéressé à une thématique que j'ai appelée la présentation des instruments de musique, la présentation que j'appelle esthétique, c'est-à-dire la façon dont les compositeurs ou les improvisateurs, les musiciens souhaitent parfois faire sonner les instruments de telle sorte que l'auditeur ait conscience qu'il y a un instrument. Je vais prendre un exemple très simple, c'est la virtuosité. Dans une pièce de virtuosité, pensez au Caprice de Paganini par exemple, dans une pièce de virtuosité, il y a presque un renversement du rapport du moyen et de la fin. Si vous jouez une partita de Bach pour violon, l'instrument de musique, c'est-à-dire le violon, est un moyen, et la fin est la pièce musicale
l'œuvre qui a été notée sur la partition et qui doit sonner réellement dans le temps. L'instrument est un moyen et l'œuvre est la fin. Dans une pièce de virtuosité, on se demande parfois si la musique ne devient pas l'instrument de son instrument. Si les traits très compliqués, très vertigineux, très audacieux qu'a écrit le compositeur, qui est souvent d'ailleurs l'interprète lui-même en plus, bon, Paganini, mais enfin, si les traits audacieux, difficiles, virtuoses qu'a écrit le compositeur ne sont pas destinés à faire briller l'instrument, ou plutôt à faire briller le couple instrument-instrumentiste. Auquel cas la musique devient un peu un prétexte, bon, auquel cas la musique devient l'instrument de son instrument. C'est dans ce genre de situation qu'il me semble qu'on peut parler d'une présentation artistique ou esthétique par le compositeur de son instrument. L'instrument n'est plus englouti dans son usage, il est délibérément porté à la conscience du spectateur. Alors, j'analyse dans le livre qui a été évoqué 2 cas que j'évoque juste sans pouvoir entrer dans l'analyse, mais qui me paraissent typiques de cette présentation esthétique de l'instrument, où l'instrument sort de sa fonction ancillaire, de sa fonction de serviteur de la musique, où l'instrument passe au premier plan. Bon, tout en restant naturellement un producteur de musique, bien entendu. Hein. Et c'est un exemple baroque et un exemple contemporain. L'exemple baroque, c'est Bach, dans les concertos qu'on appelle brandebourgeois, bon, c'est un titre apocryphe, mais peu importe. Et je prends juste un exemple, mais la totalité des concertos brandebourgeois me paraît être, de la part de Bach, une volonté d'écrire de la musique qui est très belle, très réussie, mais qui marque aussi une volonté de porter au premier plan l'existence de l'instrument. Et l'exemple qui me paraît incontestable, alors évidemment c'est un peu prétentieux de dire incontestable, parce qu'on peut toujours contester bien sûr, mais enfin, l'exemple qui me paraît le plus fort, c'est le solo de clavecin de 70 mesures qui est à la fin du premier mouvement du 5e concerto en ré majeur. Vous vous souvenez, le clavecin fait son continuo gentiment, poum poum poum, depuis le début, et puis d'un seul coup, il monte, les autres instruments s'arrêtent peu à peu, et on a cette cadence de 65 ou 70 mesures, très brillante, très virtuose, où d'un seul coup, le continuo est passé au premier plan, et non seulement il est passé au premier plan, mais il a effacé les autres instruments, qui ne jouent plus. Bon, et là, franchement, si ce n'est pas de la part de Bach une volonté de faire sentir l'instrument, voilà, bon. Et puis au bout de cette cadence, l'instrument, le clavecin rentre dans le rang, il reprend son continuo gentiment jusqu'à la fin du mouvement, et d'ailleurs des 2 mouvements suivants. Bon, le deuxième type d'exemple, le deuxième bloc d'exemples que je prends, c'est Luciano Berio, dans les Sequenze. Alors là, ça me paraît encore plus évident. La série des Sequenze que Berio a écrit pendant 45 ans, jusqu'à la fin de sa vie, c'est à chaque fois la mise en évidence d'un instrument, et je dirais plus du couplage d'un instrument avec un instrumentiste, puisque chacune de ces Sequenze est dédiée à un instrumentiste nominativement désigné, et qui est en général, il y a 2 ou 3 exceptions bizarres, mais qui est en général le créateur de l'œuvre. Par exemple, j'ai joué un peu de basson à une époque de ma vie, donc je m'intéresse particulièrement à cet instrument. La sequenza pour basson est dédiée à Pascal Gallois, 1995, qui est le créateur de l'œuvre. C'est une pièce tout à fait remarquable, vraiment difficile, qui fait sonner des particularités du basson, qui pousse le basson à ses limites. C'est une pièce que je trouvais extraordinaire, et où il est clair, pour moi, que Berio a voulu mettre en avant la réalité du basson, sa singularité, son potentiel, son existence, et le basson est là pour lui-même. La musique est très intéressante, et je dirais même qu'elle est belle, même si elle n'est évidemment pas belle au même sens que celle de Bach, naturellement. Ce sont d'autres critères. Mais l'instrument compte autant que ce dont il est l'instrument, la musique. Voilà, les concertos brandebourgeois, les Sequenze de Berio, voilà. Là, l'instrument est porté au devant, il est manifesté, où il se manifeste lui-même de par la volonté du compositeur, et il sort de son instrumentalité. J'ajoute que, et j'en termine avec ce second point, je vais tâcher d'aller plus vite, j'ajoute que présenter un instrument, le mettre en avant, ce n'est pas seulement une question de timbre. L'instrument, ce n'est pas seulement une question de timbre. Bien sûr, le timbre compte beaucoup. Le timbre d'un basson n'est pas celui d'un violoncelle, c'est clair, même si les notes sont les mêmes. Mais un instrument, c'est la diversité des registres,
c'est des qualités de puissance. Par exemple, un piccolo a une puissance dans un orchestre très supérieure, une flûte piccolo a une puissance très supérieure à celle d'un alto. Bon, c'est des capacités d'attaque, c'est des types d'attaque, c'est des capacités de projection du son, d'articulation, de rapidité. Un tuba va moins vite qu'un violon. Et voilà, et donc on pense toujours au timbre quand on pense à l'instrument. Le timbre est très important naturellement, mais il y a 10, 15 autres paramètres, et là-dessus les travaux de Pierre Schaeffer sur les objets musicaux, ou les objets sonores, comme dit Michel Thion, ont permis de complexifier notre saisie de ce qui fait la richesse musicale et sonore d'un ensemble de musique. Ce n'est pas seulement le timbre. Alors, troisième thème que je voulais vous présenter, c'est l'idée du corps de l'instrument et du corps de l'instrumentiste, ou plutôt des deux corps de l'instrument et des deux corps de l'instrumentiste. Et c'est un rapport avec le point précédent. L'instrument, disais-je, est à la fois un objet technique et un objet artistique. Je vais dire maintenant, l'instrument est à la fois un objet physique et un objet artistique. Bon, c'est ce que j'appelle les deux corps de l'instrument. Si vous prenez un violon, il a un corps physique, c'est-à-dire qu'il obéit aux lois de Newton et d'autres physiciens. Si vous tapez trop fort dessus, il va se casser. Si vous le mettez dans le feu, il va brûler. Si vous le plongez dans l'eau, il va se passer des choses fâcheuses. Et donc, il obéit aux lois de la nature, tout simplement. C'est donc un objet physique. Il est soumis à des tensions. Vous savez tous qu'un instrument est soumis à des tensions très importantes. Des tensions pour un violon qui sont de nature physique à proprement parler. Pour des instruments à vent, c'est moins physique que chimique, mais quand vous jouez de la flûte, y a plein d'humidité qui se condense. Si vous jouez du basson, il faut vider régulièrement, ou du corps, c'est pareil. Enfin, vous savez tout ça. Et donc, les instruments sont soumis à des attaques physiques, chimiques, hygrométriques, de température, etc., parce que ce sont des objets physiques. Bon, puis à côté de ça, l'instrument de musique est aussi un objet artistique, puisqu'il est là pour faire de la musique. N'importe quel type de musique, mais de la musique. Bon. Et mon idée est que jouer d'un instrument, c'est l'arracher à son corps physique pour l'élever, lui, l'instrument, à son corps musical. À son corps musical. Et on le voit bien quand l'instrument de musique proteste. Prenons un cas très simple, vous assistez à un concert de quatuor et le second violon casse une corde. Enfin, la corde se casse toute seule plutôt. Ça arrive, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. Bon, à ce moment-là, on arrête, puis il faut 12 minutes pour que le second violon change la corde. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que la tension a été trop forte, la corde était peut-être usée, le coup d'archet était peut-être un peu violent, bref, multicausalité. C'est le corps physique de l'instrument qui s'est réveillé sous son corps musical. Deuxième exemple, le canard. Vous jouez du hautbois bien gentiment, puis vous sortez un horrible canard. Bon, le canard c'est très intéressant, la fausse note en général, mais le canard en particulier, c'est très intéressant parce que d'un seul coup, l'instrument produit un son qu'il est physiquement capable de produire. La preuve, il le produit. Donc physiquement, c'est que c'est possible. Mais musicalement, il ne devrait pas. Alors je mets entre parenthèses que ce qui est canard au XVIIIe siècle pourra devenir quelque chose de recherché par Berriot en 1990, naturellement. Hein. On se place dans des codes différents, nous le savons tous. Hein. Mais si vous jouez une pièce de musique baroque avec un hautbois et que vous faites un canard, le canard n'est pas valide dans le code musical de l'époque. Donc c'est bien un son physique qui dépend du corps physique de l'instrument et pas de son corps musical, parce que musicalement, il n'aurait pas dû sortir. Voilà. Et alors, du côté de l'instrumentiste, vous avez aussi deux corps. Vous avez un corps naturel. Alors je mets naturel entre guillemets, parce que notre corps naturel, il est produit par la culture, l'éducation qu'on a eue, ce qu'on a mangé, si on a fait ou pas du sport, enfin bon, tout ça va de soi. Mais je dis naturel entre guillemets, naturalo-culturel si vous voulez. Et puis nous avons, si nous faisons de la musique, un corps musicien. Bon, le musicien professionnel ou même amateur a un corps musicien qui n'est pas le même. Bon, le violoniste déformera ses doigts,
Quand on joue d'un instrument à hanche double comme le basson ou le hautbois, ça fait mal aux lèvres et on finit par s'y habituer. Si on joue de la guitare, on a de la corne sur les doigts, etc. Puis au-delà, c'est beaucoup plus fondamentalement que la corne ou les lèvres. Il y a toute la posture du corps, le type d'attitude corporelle, la gestualité, la maîtrise du temps, de la respiration. Enfin, bon, c'est vraiment un autre corps. Hein. Le corps musicien en tant qu'il joue est un autre corps que le corps naturel. Bon, on peut même avoir d'ailleurs plusieurs corps si on joue de plusieurs instruments. Je pense que le corps de Jean-Sébastien Bach jouant de l'orgue n'est pas le même que le corps de Jean-Sébastien Bach jouant du violon ou de l'alto, qui était son instrument préféré. C'est pas le même corps. Bon, et là encore, le corps naturel, qui est pour ainsi dire non pas refoulé, mais simplement dépassé par le corps musicien, l'instrumentiste quand il joue, ce corps naturel de temps en temps il proteste. Bon, ça peut être la fatigue tout simplement. Ça suit plus. Les doigts suivent plus. Bon, ça peut être une inattention. Quand je dis corps, c'est à la fois corps et âme. Enfin, le total. Hein, bon, voilà. Ce qui fait que la fausse note, qui est un objet qui m'intéresse beaucoup, j'ai envie de dire, c'est une sorte de coproduction du corps physique de l'instrument et du corps naturel de l'instrumentiste contre le corps musical de l'instrument et le corps musicien de l'instrumentiste. Et apprendre à jouer d'un instrument, c'est apprendre à transformer son corps. Il faut des années. Richard Sennett dit qu'il faut 10 000 heures pour arriver, 10 000 heures pour arriver à jouer professionnellement, non pas en virtuose ni en soliste, mais professionnellement dans son instrument de musique. Bon, c'est un ordre de grandeur, supposons qu'il soit vrai. Ça va assez vite, 10 000 heures. Hein. En 10 ans, on les avale rapidement. Donc, apprendre à jouer d'un instrument de musique, c'est transformer son corps naturel en corps musicien, enfin c'est ajouter à son corps naturel un corps musicien, qui va symétriquement avec la maîtrise de l'instrument, qui est d'élever le corps physique de l'instrument à son corps musical. Voilà. C'est, à mon avis, des choses qui devraient intéresser les philosophes, qui m'intéressent moi, et c'est un rapport au corps qui n'est pas le même que celui du danseur, que celui du sportif, que celui de l'ouvrier, que celui de l'artisan. Le type de rapport est très différent parce que l'ouvrier, l'artisan, le sportif, le danseur n'ont pas le même type de rapport avec un objet extérieur, un instrument, qu'il devrait élever à une autre puissance que celle de sa structure physique, que celle de ses possibilités physiques. C'est pourquoi il me semble que c'est très particulier, même si on peut à certains égards comparer l'instrumentiste et le danseur, l'instrumentiste et l'ouvrier, l'instrumentiste et bon, on peut à certains égards. Mais à l'arrivée, si on prend toutes les déterminations, je crois qu'il y a une singularité de l'instrumentiste et du corps instrumentiste par rapport à l'instrument. J'en viens à mon quatrième point, qui relève de ce qu'on appelle en philosophie de l'art l'ontologie. Alors, je ne sais pas du tout si vous êtes familier ou pas avec ce vocabulaire, je vais faire comme si vous ne l'étiez pas. C'est un peu du jargon, mais au fond, c'est quand même relativement clair. Hein. Ontologie, c'est la science de l'être. Bon. Et ce qu'on appelle, le vocabulaire est devenu très usuel depuis 40 ans, notamment 50 ans, dans ce qu'on appelle l'esthétique analytique, qui est essentiellement de langue anglaise, et qui est portée par un certain nombre de philosophes anglais et encore plus américains, qui ont une approche extrêmement logicienne, très stricte, très argumentée, parfois un peu sèche, des questions musicales, des questions artistiques en général, mais des questions musicales. Bon. Alors il est temps que je définisse. La question ontologique concernant la musique, c'est deux choses. Premièrement, qu'est-ce qui m'assure de l'identité d'une œuvre musicale ? Qu'est-ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est ? Et deuxièmement, quel est son mode d'existence ? Pour vous faire mieux saisir les enjeux de ces discussions qui sont très vives et même parfois violentes entre les gens qui réfléchissent à ces questions, on peut penser que l'œuvre musicale, elle est dans la partition, bon, ou qu'elle est dans la classe des exécutions conformes à la partition. C'est la position d'Elson Goodman, qui est un philosophe illustre de ce courant-là. On peut penser que l'œuvre musicale est un objet intentionnel collectif, c'est-à-dire le correspondant d'un acte de ma conscience,
Bon. On peut penser que l'œuvre musicale est une sorte d'idée platonicienne, c'est la théorie de Peter Kivy, qui n'est pas un imbécile, qui soutient cette thèse un peu étrange, que l'œuvre musicale existe en elle-même, dans le ciel des idées, puis qu'un jour Beethoven l'a attrapée, ou que Berlioz l'a attrapée, que donc bon, elle est là, mais qu'elle existe en elle-même. Bon. On peut penser aussi que l'œuvre musicale est une sorte de souvenir récapitulatif qu'on a quand l'œuvre est exécutée. Bon. Mais c'est compliqué de savoir ce qu'est une œuvre musicale. Hein. Pour prendre juste un petit argument de Sartre, si vous assistez à un concert et le concert est interrompu parce qu'il y a un incendie ou parce que le chef d'orchestre meurt sur la scène, bah, vous ne direz pas que l'œuvre s'est interrompue. L'œuvre n'a pas été interrompue, c'est son exécution qui a été interrompue. Bon, spontanément, tout le monde dira ça. Mais alors, elle est où, l'œuvre ? Quelqu'un dirige la 5e symphonie de Beethoven, puis pour une raison X ou Y, ça s'arrête. Personne ne pense qu'il est arrivé quoi que ce soit à la 5e symphonie de Beethoven. Elle est tout à fait indemne de l'interruption du concert. Donc, elle est où ? Vous voyez, c'est une vraie question. Elle est où ? Bon. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui les questions d'ontologie de l'œuvre musicale. Quel est le type de réalité de l'œuvre musicale ? On voit bien que ce n'est pas le même type de réalité que la réalité artistique d'un tableau ou d'une sculpture. Hein. C'est autre chose. Alors, moi, ces questions m'intéressent, mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est quel rôle joue l'instrument de musique dans ces questions d'ontologie, donc de type d'existence de l'œuvre musicale. Et alors là, j'ai une théorie qui est peut-être fausse, mais à laquelle je tiens, que j'essaie d'argumenter, et qui est, j'espère, précise. Pour moi, l'instrument de musique, l'usage de l'instrument de musique fait corps avec l'œuvre. Alors quand je dis œuvre, hein, pour prévenir tout malentendu, c'est pas forcément œuvre au sens écrit sur une partition. Hein. Si c'est improvisé, j'appelle ça une œuvre aussi. Hein. Voilà. Bon. Donc, l'instrument de musique fait corps avec l'œuvre. Alors, en même temps, on sait bien, ou on pourrait penser que ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'après tout, une œuvre peut être jouée sur plusieurs types d'instruments. On joue Bach au clavecin, mais on peut jouer au piano, et on peut jouer au synthétiseur. Les pianos n'existaient pas à l'époque de Bach, ou ce qui commençait à exister n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui le piano, et de toute façon Bach n'a pas composé pour ces instruments, et puis les synthétiseurs existaient encore moins. Pourtant, il n'est pas illégitime de jouer Bach au piano ou sur d'autres types d'instruments à clavier. Bon, par ailleurs, l'instrument de musique, on sait que les œuvres sont sans cesse reprises, elles sont transcrites, elles sont recopiées, elles ne sont pas seulement recopiées, mais réécrites, ce qui est tout à fait différent. Mozart a réécrit le Messie de Handel en ajoutant des clarinettes, etc. etc. Bon, il y a des tas de cas comme ça qui sont très connus dans l'histoire de la musique. C'est ce que j'appelle, excusez-moi de me citer, mais dans un livre précédent portant sur la musique, qui s'appelle l'altération musicale, c'est ce que j'appelle l'altération numéro 3. C'est-à-dire ce qui arrive à une œuvre une fois qu'elle est écrite, s'il s'agit d'une œuvre écrite, ce qui lui arrive dans l'histoire. C'est-à-dire toutes les modifications qui vont lui être apportées, soit par le type d'interprétation qu'on en donne, soit même par le fait qu'on corrige la partition. Bon. Ou qu'on la transinstrumente, c'est-à-dire qu'on la joue sur un instrument qui n'était pas prévu. Tout ça, ça relève d'un niveau d'altération qu'on appelle le niveau 3. Bon, peu importe. Il y a donc, tous ces faits sont très connus, il faut donc conclure de ces faits qu'il y a une plasticité relative de l'œuvre musicale par rapport à ces instruments de musique. Hein. Et même s'il y a une prescription stricte et que le musicien dit « je veux que ce soit joué sur un piano, une clarinette et un violoncelle ». Bon, trio, piano, clarinette, violoncelle, très bien. Mais même, et si on décide de respecter la volonté du compositeur, bien entendu, même là, de toute façon, deux violoncelles ne sonneront jamais de la même manière, deux clarinettes ne sonneront jamais de la même manière, et deux pianos non plus. Alors on pourra imaginer un compositeur un peu maniaque disant je veux un piano de telle marque, de telle année, accordé par tel, bon voilà, et une clarinette de telle. Bon, on voit bien que c'est impossible et que de toute façon, le temps passant, ces instruments numériques, je veux dire physiques, numérique est équivoque, ces instruments physiques singuliers subiraient la transformation du temps. Voilà. Donc, je semble être en train de dire que l'instrument n'est pas si important que ça, puisque
on ne peut pas prescrire, le compositeur ne peut pas prescrire un instrument singulier définitif, et que par ailleurs, l'histoire de la musique montre assez que tous les interprètes se sont accordés, ils ne pouvaient d'ailleurs pas faire autrement, une marge de manœuvre relativement importante. Voilà. Bon. Et pourtant, je maintiens mon point de vue, malgré ce qui semble être des objections. Je maintiens mon point de vue qui est que l'instrument de musique fait corps avec l'œuvre. Mais je le maintiens sous la distinction suivante, en prenant en compte la distinction suivante, c'est qu'il faut distinguer deux questions différentes dans le rapport de l'œuvre et l'instrument. Une question musicologique et une question proprement philosophique. La question musicologique est très intéressante. Ça consiste à se demander sur quel instrument de musique est-il pertinent de jouer telle œuvre. Bon, c'est une question très intéressante et dont on peut débattre à perte de vue. On a tous en tête les querelles un peu passées de mode maintenant, mais qui furent vives il y a 30 ans, autour des instruments anciens, du mouvement baroqueux, de la légitimité qu'il y avait ou non à jouer des œuvres baroques avec des trompettes à piston, des flûtes à clé et des corps à piston qui n'existaient évidemment pas à l'époque baroque, bon, et sans parler des pianos et autres choses de ce type-là. Il y a eu des débats très vifs qui sont intéressants. Je les écarte, ils sont pertinents, ils sont tout à fait pertinents, moi je les écarte, c'est pas mon affaire. Ça m'intéresse comme individu, naturellement, mais ce n'est pas le centre de mon affaire. Parce qu'il y a une deuxième question philosophique, qui est différente, et qui est la suivante. À quel titre l'instrument de musique, quel qu'il soit, est-il impliqué dans le mode d'existence et dans l'identité de l'œuvre musicale? Ici, la question n'est plus musicologique, à savoir est-ce qu'il faut une flûte sans clé ou est-ce qu'on a le droit de se servir de flûte à clé pour jouer du Mozart, par exemple, bon, voilà, flûte traversière. Est-ce qu'on a le droit de se servir de corps avec des pistons pour jouer Bach, qui évidemment ne connaissait pas les corps à pistons, il connaissait que les corps naturels. Bon, ces questions sont très intéressantes. Mais antérieurement à ces questions, il y a une question plus fondamentale qui est celle qui m'intéresse le plus, qui est à quel titre l'instrument de musique, quel qu'il soit, qu'il ait des pistons ou qu'il n'en ait pas, est-il impliqué dans le mode d'existence de l'œuvre? Et ma réponse à cette question, c'est ce que j'appelle la condition organologique de la musique. L'organologie, bon, c'est la théorie ou la science des instruments de musique. Et ma thèse est que la musique n'existe que sous conditions organologiques. Je vais dire les choses de manière moins jargonnante. La musique est, à mon avis, le seul art qui ait besoin de se servir d'instruments tout au long du déploiement de l'œuvre. Je ne connais pas d'autres exemples, à l'exception peut-être, c'est d'ailleurs une étudiante de Lille qui m'avait fait cette objection, qui m'a paru très intelligente, à l'exception peut-être de l'art des marionnettes. Bon, je signale cette objection par honnêteté, mais bon, je ne vais pas la creuser davantage. J'en parle un tout petit peu dans le livre, enfin bon. Mais en dehors de ce cas peut-être, je ne connais pas d'art de performance, parce que pour les autres arts, la question ne se pose même pas. Je ne connais pas d'art qui doivent tout au long de son déploiement temporel user d'instruments. Alors pour les arts qui ne sont pas les arts de performance, pour les arts que Goodman appelle autographiques, c'est-à-dire qui existent en un seul exemplaire, enfin dont les objets existent en un seul exemplaire, la question ne se pose pas. Quand le peintre a terminé sa toile, il pose le pinceau, il le jette. Bon, les instruments qui ont servi à produire la toile disparaissent du champ, ils peuvent être détruits, ça n'a aucune importance, la toile est là. Et quand le sculpteur a terminé sa statue, il jette son ciseau, enfin bon bref, son linge, on a tout ce qu'on veut. Bon, voilà. Bon. Pour ces arts dits autographiques, dont l'objet existe en un seul exemplaire, matériellement présent devant nos yeux, il est clair que les instruments qui ont servi à le produire n'ont plus aucune importance une fois que l'œuvre est achevée. Bon. Pour les arts qu'on appelle allographiques, c'est-à-dire ceux qui sont notés, qui font l'objet d'une notation, comme la littérature, le théâtre, la musique et en partie la danse, la question est un peu plus compliquée. Enfin, elle n'est pas plus compliquée, elle est un peu différente, mais je ne crois pas qu'elle soit plus compliquée. Je pense qu'en littérature, au théâtre et dans la danse, il n'y a pas besoin d'instruments tout au long de la production de l'œuvre, c'est-à-dire de l'exécution du jeu. Bon, vous me direz, il y a des accessoires au théâtre, il y a des tutus dans le ballet classique, bien entendu.
mais ce ne sont pas des instruments. On peut s'en passer. On peut les remplacer par autre chose. Il n'y a pas une nécessité ontologique à s'en servir. Ils peuvent être prescrits par l'auteur, mais on sait ce que les metteurs en scène font des didascalies et des prescriptions de l'auteur. Ils n'ont pas toujours raison d'ailleurs, mais enfin, ça c'est une autre question. Et donc, un accessoire ou un tutu n'appartient pas essentiellement au ballet classique ou au théâtre. Bon. Et bien entendu, tous les arts demandent des dispositifs techniques. Au théâtre, il faut des lumières, des créateurs de lumière, il faut bien qu'il y ait des gens derrière bon, c'est évident, mais ce n'est pas des instruments dont on joue. Hein, il faut être talentueux, certainement, et doué pour être aux commandes de la console qui pilote les lumières quand on est éclairagiste au théâtre, ça, je n'en doute pas une seconde, mais ça n'est pas la même chose que de jouer d'un instrument. C'est un rapport différent avec l'objet artistique. Et donc, on pourra en discuter si vous n'êtes pas d'accord, parce qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises de présenter cette thèse, et en général, elle suscite une sorte de réserve, voire d'incrédulité. Bon, en tout cas, je continue à penser qu'il y a une singularité de l'art musical, qui est le seul art qui a besoin continuellement, je ne parle pas des enregistrements, je parle de la musique live, c'est-à-dire 99% de la musique depuis 40 000 ans. Bon. Et encore, je suis gentil, c'est peut-être bien 99,99. La musique live, donc, a continuellement besoin d'objets techniques qu'on appelle instruments de musique pour exister comme œuvre. Autrement, elle n'existerait tout simplement pas. Sauf peut-être dans la conscience d'un musicien qui sait entendre la partition à simple lecture. Peut-être. Bon. Peu nombreux. D'abord, ça ne vaudrait que pour la musique écrite, déjà. Et ensuite, ça ne vaudrait que pour les gens capables d'entendre la musique simplement à simple lecture. Et j'ajoute qu'ils ne l'entendraient pas à simple lecture s'ils l'avaient déjà entendu par leurs oreilles et s'ils n'avaient déjà familiarisé leurs oreilles avec les sons réels. Bon, enfin, ça ne me paraît pas une objection très sérieuse, là, l'audition à simple lecture. Voilà. Voilà ma théorie. L'instrument existe d'autant plus, au sens fort d'exister, au sens un peu métaphysique. Hein. Il y a une existence forte de l'instrument quand il joue, et la musique existe quand l'instrument existe, et réciproquement. Hein. La musique existe à plein quand elle est jouée, et voilà. Il y a une phrase que j'aime bien, ça a l'air narcissique, excusez-moi, mais bon, je parle librement avec vous, dans la conclusion de ce livre. Je compare à un moment les musées d'instruments ou les magasins d'instruments et les enregistrements. Et je dis ce sont deux écueils. Un enregistrement, prenons un enregistrement de, je sais pas, de musique classique. Hein, bon, je ne parle pas de l'enregistrement qui constitue son objet, comme dans certaines œuvres rock, bon, qui obéissent à une autre logique. Mais l'enregistrement d'un concert où on joue du Bach ou du Beethoven ou du Berlioz, enfin peu importe. Hein, bon, voilà, il y a une partition, c'est joué, c'est enregistré. Donc, ce type d'enregistrement, hein, et un magasin d'instruments de musique. Ce sont des écueils. Pourquoi ? Parce que dans le magasin d'instruments de musique, on a les instruments sans la musique, et dans l'enregistrement, on a la musique sans les instruments. Et donc, à chaque fois, on perd quelque chose. La musique est pleine et complète quand elle est jouée. L'instrument est plein et complet quand elle est jouée. Il y a une phrase de Cézanne que j'aime bien, qui dit « Quand la couleur est à sa plénitude, la forme est à sa richesse ». C'est peut-être l'inverse. Il peut-être quand la forme est à sa plénitude, la couleur est à sa richesse. Bon, il parle du dessin et de la couleur, et le vieux problème du rapport de la couleur et du dessin. Eh bien, je trouve que c'est pareil en musique. Quand l'instrument est à sa plénitude, la musique est à sa richesse, et inversement. Voilà. C'est ça la double ontologie de l'instrument. Et j'arrive au dernier de mes thèmes, qui porte sur le temps. Puisqu'une chose qui me fascine aussi dans l'instrument, c'est qu'il est pris dans des temporalités extrêmement différentes. Alors je ne vais pas vous donner toute la liste un peu fastidieuse et un peu ennuyeuse peut-être des types de temps dans lesquels l'instrument est pris, je vais me concentrer sur l'essentiel. Mais je voudrais partir de la définition de la musique que donne André Bokourechlief, que vous connaissez sans doute, qui était à la fois compositeur,
musicologue, écrivain de musique, comme il disait, et bon, quelqu'un de tout à fait remarquable, qui est mort il y a une dizaine d'années. Et il y a une définition de la musique de Boukhourech-Liev que j'ai adoptée quand je l'ai lue, et je n'ai trouvé encore aucune raison de répudier cette adoption. Boukhourech-Liev écrit, c'était il y a une vingtaine d'années, dans son livre, en 95, dans son livre qui s'appelle Le langage musical, Boukhourech-Liev écrit « La musique est un système de différence qui structure le temps sous la catégorie du sonore ». Je trouve cette définition imparable. Un système de différence qui structure le temps sous la catégorie du sonore. Bon, nous structurons le temps sous toutes sortes de catégories. Si nous structurons le temps sous la catégorie des choses à faire, ça s'appelle un emploi du temps. Si nous structurons le temps sous la catégorie du geste, ça s'appelle la danse. Bon, et on peut chercher d'autres catégorisations du temps, biologiques, etc. À chaque fois, on verra une structuration. Eh bien, la musique, c'est cet art qui structure le temps sous la catégorie du sonore. C'est le sonore qui est... Voilà. Et qu'est-ce qu'un instrument de musique ? C'est précisément l'articulation d'une sonorité. Quand je dis sonorité, ce n'est pas seulement le timbre, hein, vous n'avez pas oublié, c'est l'attaque, c'est la projection, c'est la vélocité, taratata, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, le sonore, l'instrument de musique est l'articulation d'un sonore et d'une façon de structurer le temps. L'instrument de musique articule le temps physiquement, artistiquement, sous la catégorie du sonore. C'est une articulation du temps et du son dans une matière travaillée par l'homme, c'est l'instrument. Alors, cela étant dit, en espérant que c'est clair, on découvre assez rapidement que l'instrument vit dans plusieurs temps différents. Je ne vais pas tous les énumérer, je l'ai dit, mais les principaux. L'instrument, il vit d'abord comme objet technique dans l'histoire générale de l'humanité. Bon, un instrument dépend des capacités techniques de la société qui le produit. Est-ce qu'elle sait le travailler le fer ? Est-ce qu'elle sait travailler le cuivre ? De quelle manière ? Etc. Enfin, toutes ces choses vont de soi. Et donc, l'instrument appartient à l'histoire des techniques, donc à l'histoire générale de l'humanité. Bon, cela dit, à cet égard, les instruments... Non, pardon, je vais trop vite là. Deuxièmement, l'instrument appartient à l'histoire de la musique, pas seulement à l'histoire générale de l'humanité, mais à l'histoire de la musique et donc à l'histoire de la sensibilité sonore. Et ce qui est très intéressant, c'est là où je devais dire ce que j'ai failli dire tout à l'heure, c'est que la sensibilité sonore évolue différemment selon les instruments. Ce qui me fascine, c'est qu'il y a des instruments qui n'ont pas bougé depuis 500 ans. Prenez le trombone à coulisses, il s'appelait sac-bout au XVe siècle, c'est le même instrument. Alors, l'alliage a un peu changé et le pavillon a un peu changé de forme. Mais substantiellement, le trombone à coulisses est exactement la même chose que la sac-bout du XVe siècle. Bon. Et on l'appelait trombone en France, en français, parce que au XVIIe siècle, c'était la mode italianisante, donc trombona, c'était plus joli que sac-bout, bon, alors que le mot sac-bout est un très beau mot. Mais c'est le même instrument. En revanche, la flûte, elle ne bouge plus depuis 1850-60, la flûte traversière. C'est d'ailleurs une énigme qui a été relevée par plusieurs, dont Scheffner, Boulez, etc. Comment se fait-il que les instruments, les quelques dizaines à peine d'instruments de l'instrumentarium savant occidental ne bougent plus? Bon. Mais la flûte traversière a changé de sonorité, et puis sonorité, encore une fois, timbre, attaque et compagnie, pratiquement tous les 15 ans, au XVIIIe et XIXe siècle. Bon. Et donc, on a des instruments qui changent extrêmement vite, et souvent, et des instruments qui, impavides, traversent les siècles sans bouger ni pied ni patte. C'est extraordinaire. Quand vous avez, dans un orchestre, à la fois un trombone et une flûte, vous avez un instrument du XVe siècle et un instrument de 1860. Et je pense à cette pièce merveilleuse du Requiem de Berlioz qui s'appelle Hostias, que j'aime pour toutes sortes de raisons organologiques, où vous avez trois trombones, un trombone ténor, enfin bon, trois trombones dans le grave, vous avez 4 octaves où il ne se passe rien du tout, où il n'y a pas d'instrument, et vous avez 4 ou 5 flûtes qui jouent dans l'extrême aigu. Bon. Ce qui crée d'ailleurs un sentiment d'espace sonore tout à fait extraordinaire, puisque vous avez les graves, les aigus, et 4 octaves vides entre les deux. Bon.
Et ça produit un effet prodigieux parce qu'on a l'impression que le son produit par les flûtes est en fait la résonance des sons graves produits par les trombones. C'est un très bel effet sonore. Mais ce que Berlioz commente pas, et ce à quoi il pensait peut-être pas d'ailleurs, c'est qu'on a 3 instruments du XVe siècle et 3 instruments de 1850. Bon. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'autres occupations techniques de l'humanité où on met ensemble des instruments du XVe siècle, ou des objets du XVe siècle, ou des techniques du XVe siècle et des techniques du XIXe? J'en connais pas. Voilà. Et donc, ça fait prendre la mesure de la bizarrerie du rapport au temps des instruments de musique. Alors, ça, c'est le temps externe. J'ai parlé du temps général de l'histoire des techniques et de l'humanité, puis j'ai parlé du temps de l'histoire de la musique. Le trombone, on ne l'a pas changé, la flûte, on l'a changé. Bon, c'est comme ça. Maintenant, il y a un autre temps, c'est le temps interne de l'œuvre. L'œuvre est un processus sonore, c'est un système de différence qui structure le temps sous la catégorie du sonore. Et l'instrument, alors la voix du chanteur aussi, s'il y a du chant, bien entendu, mais ici je parle de l'instrument va créer un temps, et un temps complexe, un temps rythmique, un temps polyphonique, enfin un temps, le temps de la musique n'est pas le temps ordinaire. Bon, puisque la musique a des potentialités de temporalisation et de création de temps, polyrythmie, polyphonie, toutes sortes de choses comme ça, que n'a pas, évidemment, le récit et le temps de la vie ordinaire. Bon, puissance temporalisante de la musique. Or ça, c'est le temps interne de l'œuvre ou de la musique. Et l'instrument est à la croisée, c'est-à-dire qu'il appartient à un temps historique et il fait exister un temps musical. Et donc, il y a quelque chose d'assez fascinant, je trouve, dans le rapport entre les deux. On pourrait dire que certains instruments font entrer le temps de l'histoire dans le temps de l'œuvre. Par exemple, prenez Gustav Mahler. Quand il prend des instruments populaires ou des instruments il fait rentrer quelque chose d'un temps externe à la musique savante dans la musique savante. Je dis Mahler, mais on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Et donc, le temps de l'histoire, le temps de la vie des sociétés, peut d'une certaine façon, par certains instruments qui sont connotés tout simplement, des instruments qui sont connotés comme vulgaires, comme ceci, comme cela. Si vous mettez un accordéon dans une symphonie, c'est pas habituel, voilà, et donc on n'entendra pas seulement le son de l'accordéon, mais on entendra les colorations sociales de l'accordéon. Et donc, voilà. Même Berio, quand il écrit une sequenza pour l'accordéon, c'est Anzelotti qui lui avait appris ce que c'était que l'accordéon, enfin qui lui avait fait découvrir l'importance de l'accordéon, et Berio ne peut pas s'empêcher de donner un titre à la sequenza en question. C'est une de ses dernières sequenzas, soit être la 23 ou 24e, et il l'appelle chanson. C'est très frappant. C'est une sorte d'instrumentarium dispersé, les sequenzas de Berio, un instrument l'un après l'autre pendant 30 ans. Il l'appelle chanson. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il ne donne de titre à aucune de ses œuvres. C'est à la fois une manière de signer la couleur particulière de l'instrument, l'accordéon, mais c'est presque une manière de le tenir à l'écart quand même par rapport aux autres. J'ai toujours trouvé ça ambigu. Bon, c'était une petite parenthèse. En tout cas, on voit bien que certains instruments ont des connotations sociales, politiques éventuelles fortes, et que donc si on les fait rentrer dans un instrumentarium auquel ils n'appartiennent pas habituellement, il y a une sorte de court-circuit entre le temps de l'œuvre, le temps extérieur. Je trouve ça tout à fait fascinant. Et puis je vais terminer à propos du temps, et d'ailleurs ce sera la fin de la totalité de mon intervention, en faisant une remarque peut-être un peu bizarre, mais au fond, l'instrument de musique peut, jusqu'à un certain point, je dis ça avec précaution, parce qu'il ne faudrait pas que je dise une chose arbitraire, mais d'une certaine manière, les instruments de musique peuvent conserver le son du passé. Bon. On ne peut pas entendre la voix de Molière. On ne sait pas comment prononcer Démosthène. On n'a aucune idée. J'ai un peu travaillé sur Montaigne, qui est un philosophe qui m'intéresse beaucoup. J'ai aucune idée de la façon dont Montaigne parlait les essais. Et le fameux gueuloir de Flaubert, chantant, fin lapsus, déclamant Madame Bovary, mais on serait peut-être stupéfait et horrifié d'ailleurs si on avait l'enregistrement de la voix de Flaubert. Tout ça est perdu. En revanche,
ce qu'entendait Bach quand il jouait de l'orgue, on peut l'entendre. Bon, il vient de paraître un livre très érudit et très intéressant sur les orgues de Bach. C'est la traduction française qui est parue, la version allemande était parue il y a quelques années. Et bien sûr, on sait bien que les orgues ont été transformés, modifiés, mais quand même, on peut, avec un clavecin d'époque, avec une flûte d'époque, avec un orgue pas trop modifié, retrouver, avec une marge d'erreur, bien entendu, mais retrouver quand même un peu le son qu'entendait Bach et que produisait Bach. On n'entendra jamais, jamais, jamais la voix, la sonorité des acteurs qui, à la même époque, jouaient les pièces du théâtre français ou anglais ou allemand, etc. C'est unique qu'on puisse conserver des sons de l'époque, c'est la chose que... Voilà. Comme vous voyez, l'instrument de musique pose beaucoup de questions aux philosophes, et pas seulement aux philosophes, et je trouve qu'il peut nous apprendre beaucoup également. Et j'avoue que je continue à être fasciné par toute la richesse déposée dans les instruments, dans chaque instrument et dans la somme incalculable des instruments, richesses qui sont encore largement à explorer. Merci.